Donc, je vais vous présenter ce travail qui a été financé par la bourse LHUB, qui avait pour objet de mettre en place un modèle de machine learning qui permet de prédire la monoclonalité sur base des anomalies quantitatives au niveau de la région des bêta-globulines dans un profil électrophorétique, donc sur base d'une électrophorèse de protéines sériques. Cet exposé va s'articuler autour de ces 4 points principaux et donc on commence par une petite introduction. Donc les électrophorèses des protéines sériques ont fait donc l'objet de ce travail. En fait, donc c'est une méthode de séparation qui permet donc de séparer les différentes protéines qu'on retrouve au niveau du sérum. Et donc on aura une séparation en fonction du rapport masse-surcharge en fonction de la masse et de la charge des différentes protéines. Et donc, ce qu'on obtient, finalement, c'est ce qu'on appelle un électrophorégramme, donc ce profil qui permet de distinguer les gamma-globulines, les bêta-globulines, les alpha-globulines et enfin la fraction de l'albumine. Donc, ce test a pour principale utilisation clinique le screening des gammapathies monoclonales. Néanmoins, on peut retrouver on peut détecter d'autres pathologies sur base du profil électrophorétique, notamment des pathologies hépatiques, des pathologies rénales, des hypergamma-globulinémies polyclonales ou encore les déficiences en alpha-1 antitrypsine. Alors ici, ce qui nous intéresse, ce sont les gammapathies monoclonales. Donc, ce sont des maladies qui résultent d'une prolifération anormale, donc d'une prolifération clonale de cellules plasmocytaires. Donc, les plasmocytes, ce sont les cellules différenciées terminales des lymphocytes B. Donc, ce sont des cellules dites effectrices puisqu'elles permettent la synthèse des immunoglobulines. Donc, finalement, dans ces pathologies, donc les gammapathies monoclonales, le dénominateur commun, c'est la présence d'une protéine monoclonale donc synthétisée de manière anarchique au niveau soit du sérum, soit des urines, soit des deux. Alors, les gammapathies monoclonales se distinguent au niveau clinique par différentes phases qui sont caractérisées par l'apparition de différents types de symptômes. Donc, on a la phase prémaline, donc le MGUS. On va avoir la présence d'une protéine monoclonale, mais pas encore les critères cliniques, donc les fameux critères CRAB. Il faut savoir que les MGUS ont un risque de développement en pathologie maligne de 1% par an. On a ensuite ce qu'on appelle les low tumor burden, donc à faible charge tumorale. On va avoir également donc, la présence de plasmocytes dans la moelle, la production de manière anormale d'immunoglobulines, mais toujours pas les symptômes CRAB proprement définis. Et donc finalement, on arrivera au stade malin lorsqu'on parle de myélome multiple principalement, mais également donc le Waldenstrom ou encore les amyloïdoses où on va avoir un dépôt des chaînes des immunoglobulines au niveau de différents tissus. Alors, au niveau du profil de l'électrophorèse, qu'est-ce qu'on observe? Dans les cas les plus faciles, on observe un beau pic au niveau de la région des gamma-globulines. Et donc ici, effectivement, lorsqu'on est face à ce type de profil, on réalise une immunofixation afin de déterminer quel isotype est produit de manière clonale. Mais il est vrai que dans certains cas, et notamment lorsque l'anomalie se trouve au niveau de la région des bêta-globulines, c'est un peu moins clair et l'ajout des immunofixations finalement dépend donc de la décision du technologue ou du biologiste. Et pourquoi c'est plus compliqué lorsqu'on est au niveau des régions des bêta-globulines? Puisqu'on a d'autres circonstances dans lesquelles on va avoir une augmentation de ces fractions et on pense notamment au syndrome inflammatoire dans lesquels on observera une augmentation de la fraction des bêta-2 globulines. Et donc, en fait, c'est dans ce cadre-là qu'est née notre réflexion. Et donc, on a cherché des articles qui peut-être donnent plus de guidelines concernant l'ajout des immunofixations lorsqu'on a cette augmentation au niveau des bêta-globulines. Alors, il n'existe pas énormément de littérature. Ce sont les 2 articles les plus récents et principaux qui ont étudié ces anomalies au niveau des bêta-globulines et donc qui ont proposé qui aborde en tout cas le sujet de comment ajouter de manière réflexe une immunofixation face à ce type de profil.
Alors, ce qu'on en sort de ces articles, c'est finalement qu'on n'a pas de recommandations claires, qu'ils ont travaillé sur des cohortes de patients qui sont très limitées, avec notamment le deuxième article, on a seulement 30 patients. Et donc, et aussi le point le plus important, c'est qu'ils n'ont pas inclus dans les 2 articles ni de critères d'inclusion, ni de critères d'exclusion. Et donc, par exemple, ils ont inclus des patients avec des syndromes inflammatoires ou des pompes bêta-gamma dans des pathologies hépatiques, par exemple. Par contre, ce qui était très intéressant et ce qu'on a utilisé ici, c'est cette recommandation de travailler, de diviser la fraction bêta en bêta-1 globuline et bêta-2 globuline, ce qu'on ne fait pas en routine au laboratoire ou au LHUB. Mais donc, dans le cadre de ce travail, on a vraiment essayé on l'a fait, on a divisé la fraction des bêta-globulines en bêta-1 globuline et bêta-2 globuline afin d'étudier ces 2 fractions de manière séparée. Il existe cependant un seul article qui donne vraiment des guidelines qui sont c'est en fait, ça a été publié il y a assez longtemps, en 2006, dans les Annales de biologie clinique et donne, vraiment des critères pour déclencher l'immunofixation lorsqu'on a une augmentation de la fraction des bêta-globulines et principalement la fraction des bêta-2 globulines, comme vous voyez ici. Et ce déclenchement est lié également à la présence d'une hypogammaglobulinémie et à l'âge. Donc, on va retenir cela également dans notre étude et donc, de cela, en fait, va découler l'objectif ici qui était d'essayer d'identifier une association entre l'anomalie quantitative des bêta-globulines et la présence d'une protéine monoclonale. Et l'idéal pour nous était d'identifier une manière un score, une manière de prédire la présence d'une protéine monoclonale sur base du profil électrophorétique et donc sur base de cette augmentation quantitative de la fraction bêta. Alors, on a travaillé sur ce projet depuis 2021, donc de 2021 à 2022, sur une période de 6 mois. On a inclus nos différents patients, donc on a constitué notre database. En 2023, on a commencé la phase analytique, donc les différents tests statistiques et donc l'évaluation de ce score prédictif. Et donc en 2024, donc, on y est. On a rédigé un article qui est en ce moment, donc on vient de répondre aux reviewers cette semaine et donc on espère avoir de bonnes nouvelles prochainement. Alors, comment on a sélectionné les patients? Évidemment, on s'est basé sur le profil électrophorétique et donc on a inclus tous les patients avec une augmentation soit de la fraction des bêta-1 globulines, soit des bêta-2 globulines, soit des 2, au-delà des valeurs de référence. Et on a appliqué de nombreux critères d'exclusion. Donc, on a été assez strict à ce niveau. On a exclu tous les patients avec une CRP supérieure à 20 et ou d'autres signes d'inflammation, donc par exemple une diminution de l'albumine, une augmentation de la fraction des alpha-2 globulines ou alpha-1 globulines. On a également éliminé tous les patients pour lesquels on avait une suspicion de déficience en fer, donc une ferritine basse, une augmentation de la transférine, une hémoglobine basse. Tous les patients ont suspecté une pathologie hépatique, augmentation des transaminases, des gamma-GT, ou alors si on avait une sérologie hépatique positive. On a également éliminé toutes les hypergamma-globulinémies qui nous semblaient d'aspect polyclonal et tous les patients avec un pont bêta-gamma. Et enfin, on a également éliminé les femmes en âge de procréer et les enfants. Donc sur cela, il fallait donc finalement décider de la manière dont on allait travailler pour établir ce score. Et donc, évidemment, on s'est dit qu'on allait faire des analyses statistiques, éventuellement une régression linéaire où on aurait les facteurs de notre équation qui seraient finalement, donneraient du poids à chaque paramètre et donc permettraient de prédire le risque d'avoir une fixation positive. Et puis, on s'est dit, pour le moment, le hot topic, c'est tout ce qui est machine learning, deep learning, intelligence artificielle. Et en fait, on ne savait pas trop un peu comment introduire ce nouveau sujet à la mode à notre travail. Et donc, en fait, finalement, effectivement, un sujet à la mode, oui, mais ce n'est pas, l'intelligence artificielle, ça date pas d'aujourd'hui. Donc, ça a pris
ses racines en 1950. Déjà, on commençait à parler d'intelligence artificielle, de machine learning à partir des années 80. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé récemment qui explique ce boom? C'est l'arrivée de ce qu'on appelle le deep learning. En fait, le deep learning n'a pu naître que grâce au phénomène de big data. Donc le fait que aujourd'hui, grâce ou à cause de tout ce qui est réseaux sociaux, e-commerce, on a énormément d'informations, énormément de données sur tout le monde, en fait, finalement. Et donc, c'est ces grosses bases de données qui ont permis d'arriver à ce qu'on appelle le deep learning, qui est une méthode d'algorithme mathématique qui nécessite un grand nombre de données pour fonctionner. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est qu'on a eu en fait une démocratisation et une accessibilité de différents outils, notamment ce qu'on appelle les Graphic Processing Units, qui sont en fait des unités de traitement de graphiques qui sont conçues pour rendre des images et des vidéos plus rapidement. Et tout ce qu'on appelle donc services de cloud computing, qui sont en fait des services qui sont fournis par des grandes entreprises comme Amazon, comme Google ou Microsoft, et qui vont offrir un accès à vraiment une infrastructure informatique. Et cette infrastructure informatique peuvent être utilisées par différentes entreprises ou chercheurs qui vont alors accéder plus facilement à de grosses ressources informatiques, notamment à ces GPU, Graphic Processing Unit, sans avoir à investir dans du matériel coûteux, ce qui était le cas il y a quelques années. Donc évidemment, quand les coûts diminuent, ça se démocratise. Et puis enfin, pourquoi également hot topic du moment, c'est parce qu'on a eu quand même des innovations, des optimisations de ces modèles d'intelligence artificielle, avec notamment les modèles de langage avec ChatGPT, par exemple. Alors ici, pour nous, quel est l'intérêt? En fait, le machine learning est de plus en plus utilisé dans les domaines médicaux, dans le domaine de recherche en médecine. Et on retrouve trois types de machine learning, trois fonctionnements en fait finalement différents. Ici, je vais essayer de parler rapidement de chacun, histoire de se mettre un peu dans le sujet. Donc, on distingue ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé, de l'apprentissage non supervisé et de l'apprentissage par renforcement. Donc, l'apprentissage supervisé, en fait, c'est tout simplement le fait qu'on va donner à notre algorithme mathématique des données qu'on dit étiquetées, c'est-à-dire des données pour lesquelles, en fait, on sait le résultat qu'on attend. Donc, typiquement, ici, on va lui donner notre résultat d'immunofixation et on sait que l'immunofixation a été soit positive, c'est-à-dire qu'on a mis en évidence une protéine monoclonale, soit négative. Et sur base de cela, on va prédire une probabilité d'avoir un résultat d'immunofixation positive ou négative. C'est un type de machine learning qui est souvent utilisé pour des classifications binaires, positifs, négatifs, pour des problèmes de régression. Et c'est par exemple aussi ce qui est utilisé dans les nouveaux modèles utilisant en radiologie pour mettre en évidence, par exemple, une tumeur sur base de différentes images de radiologie. Et puis, on a l'apprentissage non supervisé. En fait, c'est tout à fait l'inverse ici, c'est qu'on va donner à l'algorithme des données qui sont non étiquetées. Et donc ici, en fait, le but, c'est que l'algorithme découvre de lui-même des structures ou des patterns qui sont cachés dans les données et qu'on n'aurait pas mis, on ne peut pas mettre en évidence. Et c'est souvent utilisé en médecine pour identifier des sous-groupes de patients qui ont des profils similaires, par exemple, dans une cohorte de recherche. Donc, ça permet de faire des clusterings ou des associations. Et puis enfin, l'apprentissage par renforcement. Ici, en fait, la machine va apprendre par un système d'essai-erreur où elle va recevoir des récompenses ou des pénalités en fonction de ses actions. Et souvent ici, c'est plutôt utilisé dans des modèles beaucoup plus compliqués et notamment dans tout ce qui commence à apparaître maintenant de robots chirurgicaux, par exemple, ou de robots qui miment des actions de dentistes. C'est ce type de machine learning qui sont utilisés. Alors ici, vous avez les différents noms des différents algorithmes qui s'insèrent dans ces modèles. Donc ici, on va un peu plus approfondir le modèle supervisé puisque c'est le modèle qu'on va utiliser et que vous allez retrouver dans de nombreux articles scientifiques qui permettent, sur base de machine learning, de prédire un résultat. Donc par exemple, sur base d'un sédiment urinaire, de prédire si la culture sera positive ou non. C'est vraiment ce type-là qu'on retrouve beaucoup dans les derniers articles, notamment liés à la biologie clinique.
Donc, ici, je ne vais pas rentrer en détail parce que je ne saurais pas tout vous expliquer non plus dans les différents modèles. Donc, j'ai choisi ceux qui sont, que je comprends le mieux, mais également ceux qui vont nous donner les meilleurs résultats. Donc ici, c'est un petit spoil. Donc on a la multiple logistic regression qui est utilisée pour résoudre des problèmes de classification qui sont tout à fait binaires, donc plus, moins, présence ou absence d'une maladie. Comme vous voyez ici, y égale 0 et y égale 1. Et donc en fait, elle repose sur une combinaison linéaire de variables indépendantes. Donc les variables, c'est les données qu'on lui donne. Et on aura une application d'une fonction sigmoïde pour convertir le résultat en une probabilité, donc 1 ou 0. Et le modèle va en fait finalement établir un seuil de décision. Donc par exemple, si c'est supérieur à 0,5, bah, c'est que le patient est malade. Évidemment, 0,5 étant du pile ou face. Donc, voilà, un modèle qui permet de prédire une fois sur deux, bah, autant tirer pile ou face, c'est un mauvais modèle de machine learning. Et puis, on a le modèle Random Forest, qui est en fait un algorithme qui est basé sur un ensemble d'arbres de décision. Donc, au lieu d'avoir un seul arbre décisionnel, on va avoir en fait plusieurs arbres de prédiction. Et finalement, ce qu'on va faire, c'est que les prédictions finales vont être obtenues en combinant, donc soit par la moyenne, soit par un vote majoritaire, les résultats de chaque arbre individuel. Et donc ici, en fait, ça permet d'améliorer la robustesse et la précision qu'on pourrait avoir avec un seul arbre décisionnel. Alors, si on revient à nos résultats ici, notre sélection de patients nous a permis d'atteindre un nombre de 309, ce qui n'est pas énorme, mais en fait, vu qu'on a appliqué un grand nombre de critères d'exclusion et qu'il a fallu également travailler sur les fractions des bêta-globulines de manière séparée, c'est vrai que le travail était conséquent à ce niveau-là, et donc on n'a pas su aller au-delà sur le temps qu'on avait. Alors, sur les 309 patients, on a 160 patients qui avaient une immunofixation positive, c'est-à-dire une présence d'une protéine monoclonale, et 149 patients avaient une immunofixation négative. Sur notre cohorte, on avait un ratio de 54 pour 46 femmes et hommes, et on avait des patients qui allaient de 30 à 97 ans. Et on note que 64% des immunofixations positives étaient obtenues chez des patients de plus de 60 ans. Sur les 309 patients, malheureusement, on n'avait pas pour l'ensemble des résultats des immunoglobulines. Donc, on a essayé de les ajouter sur les patients pour lesquels on avait encore du sérum, mais on n'a pas pu avoir exactement voilà, 309 sur 309. Ce qu'il faut noter ici, c'est que sur 44% de nos immunofixations positives, les immunoglobulines de type IgA étaient supérieures aux valeurs de référence. Et puis enfin, sur les 160 immunofixations positives, 70% étaient vus lorsque la fraction des bêta-2 globulines était supérieure à 20% des valeurs de référence. Donc une augmentation significative au niveau de la fraction des bêta-2 globulines. Et 38% avaient une fraction de bêta-2 globulines supérieure aux valeurs de référence, mais inférieure à 20%. Alors, avec quoi on a travaillé finalement pour évaluer, pour mettre en place notre modèle? Qu'est-ce qu'on avait? On avait une série de choses. On avait le sexe, l'âge, la CRP, toutes les données qu'on peut obtenir dans une immunofixation, donc de l'albumine jusqu'au gamma-globuline. On a également recensé s'il y avait une présence d'une hypogamma-globulinémie, le taux de protéines sériques, le taux d'IgM, d'IgG et évidemment le résultat de l'immunofixation. Alors, étant donné qu'ici, on a un objectif clair, on s'est vraiment fixé, on s'est limité à la fraction des bêta-globulines, on a décidé de ne pas inclure comme paramètre l'albumine, les alpha-globulines et les gamma-globulines.
pour ce qui est de la multicollinéarité, je vais en dire un mot juste après, mais c'est une étape qui est importante lorsqu'on veut établir un modèle de machine learning. En fait, c'est tout simplement essayer d'évaluer quelles sont les informations redondantes. Donc, typiquement ici, utiliser une fraction bêta en grammes par litre ou en pourcentage, ben, c'est finalement la même chose. L'information se trouve dans l'une et dans l'autre. Et donc, c'est une petite étude préliminaire qu'il faut faire sur ces données pour voir lesquelles sont beaucoup trop corrélées entre elles, puisque finalement, en fait, l'information existe déjà dans l'une ou dans l'autre. Alors, on a commencé par faire une étude statistique. L'objectif ici était finalement d'épurer les différentes variables qu'on avait. Donc, on trouvait que travailler sur l'ensemble de ces variables n'était peut-être pas logique. Donc, on a essayé de voir quelles sont les variables qui sont le plus fortement corrélées à une immunofixation positive. Et pour cela, on a d'abord fait des tests statistiques. Donc, notamment ici, on a fait un Pearson, un test de Pearson. Et donc, on a mis en évidence, ici, c'est une heatmap qui montre le résultat du test de Pearson. Et donc, en fait, le 1 représente une corrélation à 100%. Évidemment, le sexe avec le sexe, c'est la même chose, donc forcément, ils sont corrélés. Et plus vous montez dans les couleurs orangées, au plus la variable est corrélée avec une autre variable. Et donc ici, notre objectif, c'était de voir qu'est-ce qui est corrélé avec la présence d'une immunofixation positive. On retrouve en tête d'affiche la fraction de bêta-2 globuline, que ce soit en grammes par litre ou en pourcentage, évidemment, ici c'est la même chose. L'âge du patient, le taux de protéines sériques et le taux d'IgA. On a décidé ensuite, oui, avant de passer à la suite, excusez-moi. Donc ici, ce qu'on a également mis en évidence, on s'y attendait un peu, mais c'était très, voilà, visuellement, on l'observait de manière très claire. C'est cette corrélation entre une augmentation des IgA avec une augmentation de la fraction des bêta-2 globulines. Donc il est décrit que les IgA migrent généralement, enfin, peuvent migrer au niveau de la fraction des bêta-globulines, pas toujours, parfois elles migrent au niveau des gamma-globulines, mais donc effectivement, c'est a priori l'immunoglobuline principale qu'on va retrouver lorsqu'on a une immunofixation qui montre une protéine monoclonale avec un profil électrophorétique montrant une anomalie au niveau des bêta-globulines. Ensuite, on a fait un second test statistique, toujours dans le même objectif, c'est d'évaluer quelles sont les variables qui sont les plus fortement corrélées avec la présence d'une protéine monoclonale, donc d'une immunofixation positive. Et ici, toujours, on retrouve toujours de la même manière l'âge, notamment chez les patients de plus de 60 ans, la fraction des bêta-2 globulines, le taux de protéines sériques total et les IgA. Et donc finalement, nos deux tests statistiques montrent exactement les mêmes résultats, ce qui est tout à fait rassurant. On a également fait ce qu'on appelle une feature selection par recursive feature elimination. Donc en fait ici, l'objectif est le même. L'objectif est d'évaluer quelles sont les variables qui sont les plus fréquemment associées à une immunofixation positive. La différence, c'est qu'au lieu de le faire en test statistique, on va le faire en machine learning. Et donc, en fait, ici, cette diapositive, elle permet de montrer que les variables d'origine, donc les variables qu'on a mis en évidence par les tests statistiques, sont également mis en évidence par cette méthode RFE. Et en fait, la méthode RFE, c'est une méthode qui va juste éliminer les caractéristiques les moins pertinentes et on va venir mesurer leur importance par un modèle sous-jacent. Et souvent, c'est le modèle de Random Forest que je vous ai montré juste avant, donc le modèle d'arbre décisionnel qu'on utilise. Et pourquoi le Random Forest est utilisé? Puisqu'il est connu pour avoir une capacité à gérer des données qui sont non linéaires et des interactions qui sont très complexes en différentes données. Et donc, il est assez adapté finalement pour attribuer des scores d'importance aux différentes variables. Alors ici, c'est la partie de droite du graphique. Des bêta-2 globulines, l'âge, les protéines sériques et les IgA arrivent en tête d'affiche et confirment ce qu'on obtient avec les tests statistiques. Mais on a également ces trois tests, ces trois nouvelles variables. En fait, c'est également des pratiques qui sont couramment utilisées en machine learning, c'est de créer des variables. Donc, on appelle ça des created features ou injured features. Donc,
des variables qu'on crée sur base de nos variables de base. Et donc souvent, ce sont soit des multiplications, soit des ratios, soit des soustractions. Et donc ici, ce qu'on a évalué, c'est le ratio entre les bêta-1 globulines et les bêta-2 globulines, une soustraction bêta-1 globuline, bêta-2 globulines et la multiplication, donc le produit entre les bêta-1 globulines et les bêta-2 globulines. Et on voit bien que ces trois paramètres, finalement, sur base de cette manière de travailler pour sélectionner les variables les plus importantes qui arrivent, permettent en fait permettrait d'obtenir une corrélation encore plus importante qu'en utilisant les variables qu'on a déjà, donc qui existent déjà. Donc, ceci dit, on a finalement, sur base et de notre test statistique et de de test RFE, sélectionné les variables qui nous semblent être les plus corrélées avec une immunofixation positive. Donc, on arrive au moment où on peut commencer à construire notre modèle. Et donc, en machine learning, pour construire le modèle, généralement, sur les bases de données, on va prendre 80% pour entraîner le modèle et 20% pour le valider. Les différents algorithmes qu'on a utilisés, ce sont les 5 qui sont repris ici et qui sont donc les 5, comme je vous l'ai dit, qui sont principalement utilisés dans le domaine médical. Et donc, on a entraîné les différents modèles et puis après, il faut les valider. Et pour cela, on a utilisé ce qu'on appelle une tenfold cross-validation, qui est en fait une validation à 10 niveaux. C'est-à-dire que les données vont être divisées en 10 sous-ensembles et que chaque modèle, donc chacun de ces 5 modèles, va être entraîné et puis va être testé 10 fois. Et donc, le but, c'est de réduire la variabilité et d'éviter qu'on ait une répartition aléatoire. Donc, ça permet, c'est vraiment conseillé en machine learning d'utiliser des modèles de validation qui sont comme ça à plusieurs niveaux, puisque finalement, le modèle va parfois piocher dans certaines données et d'autres fois en fonction de comment il apprend et de quelle base il va prendre pour l'entraînement et quelle base il va prendre pour la validation. Et donc, pour éviter d'avoir des faux résultats et des modèles qui seraient faussement prédictifs de manière correcte, il est largement conseillé d'utiliser cette méthode. Et puis finalement, la performance des différents modèles, on l'a mesurée en partie par l'air sous la courbe ROC pour voir la capacité de notre modèle à distinguer les deux classes. Donc nos deux classes ici, c'est immunofixation positive et immunofixation négative. Alors, voici les résultats qu'on obtient. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était le modèle Random Forest qu'on a pris, qui nous a montré les meilleurs résultats, donc que ce soit en sensibilité ou en air sous la courbe. On a également ce modèle-là, Gradient Boosting Algorithm. En fait, ce type de modèle, on n'aime pas trop l'utiliser, c'est quand même une black box, c'est compliqué de savoir qu'est-ce qui se passe derrière. Et évidemment, quand on traite comme ça des données patients et que le but est de prédire un résultat pour un patient, il est quand même préférable d'avoir des modèles auxquels on peut aller voir derrière ce qui se passe. Et ceux qui sont le plus facilement objectivables, c'est vraiment les 3 premiers ici, donc les modèles de régression logistique et tout ce qui est art décisionnel. Alors ici, ce sont les valeurs qu'on a obtenues lorsqu'on a utilisé ces variables-ci dans la construction de notre modèle, donc seulement l'âge, fraction des bêta-1 et bêta-2 globulines en pourcent, les protéines sériques totales et les IgA, qui sont donc finalement les variables pour lesquelles on avait des tests statistiques qui ont montré une corrélation positive avec l'immunofixation. Et puis, on a refait de nouveau la même chose, mais cette fois-ci, on a rajouté nos fameuses variables créées, donc le ratio, la soustraction et la multiplication des deux fractions de bêta-globulines. Et finalement, on observe qu'on n'a pas réellement un impact significatif. Et donc, pour faciliter l'utilisation et éviter de passer par des calculs en plus, on a finalement décidé de s'arrêter au premier modèle, et donc c'est celui qu'on a validé, pour lequel on a fait les courbes ROC. Et donc on voit bien que ce soit le modèle Random Forest ou XGBoost, on a une AUC à 91%, donc ce qui est quand même pas mal et qui peut montrer qu'on arrive à distinguer entre les immunofixations positives et négatives. Et comme je vous l'ai dit, c'est plutôt le modèle Random Forest qu'on a choisi comme étant notre modèle de choix
puisqu'il est plus facilement programmable et surtout plus facilement interprétable dans des analyses de biologie clinique, de laboratoire ou de médecine. Alors en conclusion, on a montré une corrélation importante, statistiquement en tout cas, entre l'immunofixation et l'augmentation des fractions de bêta-2 globulines, l'augmentation du taux d'IgA de l'âge du patient. Il est donc effectivement important, même si on le savait, de considérer la fraction des bêta-globulines anormale, donc élevée dans les profils d'électrophorèse, et il y a vraiment un manque de guidelines à ce sujet. C'est finalement le modèle donc, de Random Forest qui nous a paru être prometteur. Donc, on ne dit pas qu'il est parfait, avec une R sur la courbe à 91%, qui permet donc de penser que ça peut être un modèle potentiel comme outil au laboratoire pour décider de déclencher ou non une immunofixation. Alors ici, j'ai des petits exemples avant de finir. Sarah, tu peux juste, parce que là, je pense que tu as bien dépassé ton temps de parole, tu peux bientôt clôturer si tu veux bien. Merci. Donc, je vous montre juste un exemple ici. Donc c'est un site web qui est basé sur le modèle, et en fait, on rentre l'âge, les différentes valeurs des fractions bêta 1, bêta 2, taux de protéines sériques et les IgA, et puis ça permet de donner un score donc de probabilité d'avoir une immunofixation positive. Et donc ici, effectivement, avec la présence d'une protéine monoclonale de type IgA lambda. Alors ici, on a différents exemples, je vais sauter, c'était juste pour montrer ceci. Et donc effectivement, notre modèle a de nombreuses limites, et notamment le sample size qui est très faible. Et donc, il sera important dans la suite d'augmenter notre nombre d'échantillons. Il faut également évaluer, ça c'est important, un seuil au niveau duquel on décide de lancer l'immunofixation. Est-ce que dès qu'on a une probabilité à 0,3, ou est-ce qu'il faut avoir une probabilité plus élevée? Et ça, je pense qu'il faut une étude clinique à ce niveau, et il serait aussi intéressant de faire une étude clinique pour mettre en évidence les relations entre le taux des IgA élevés et la présence d'une pathologie monoclonale. Donc voici les perspectives, donc augmenter notre database. Pourquoi pas utiliser des données graphiques pour développer un autre modèle de machine learning qui permettrait la prédiction, cette fois-ci, sur toute l'électrophorèse, et puis donc cette étude clinique. Donc voilà, c'est à suivre, et j'aimerais remercier le professeur Coton, docteur Penikova, et l'ensemble de l'équipe de chimie du LHUB-ULB. Et merci pour votre attention. Merci Sarah. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assemblée? Oui, Valérie, je t'en prie. Oui, je te donne la parole. Merci beaucoup. Déjà, Sarah, félicitations pour ce travail, c'était très impressionnant. J'ai une petite question. Qu'est-ce que tu as utilisé au niveau logiciel? Tu as fait de la programmation, ou bien il y a des logiciels où tu peux rentrer toutes les données et s'occupe de tout calculer lui-même? Comment est-ce que vous faites à ce niveau-là? Oui, donc en fait, la bourse, on l'a utilisée justement pour engager un statisticien, et donc c'était du Python, c'était du codage, c'était 100% du Python avec les différentes Maptolib et tout ça pour faire les différents calculs. Donc oui, c'est du codage à 100%. Ok, merci beaucoup. Voilà, je regarde encore s'il y a des questions. Est-ce qu'il y a des mains levées?